70e anniversaire du débarquement de Provence, Légion d'honneur pour notre compatriote Kaba Doumbia et d'autres tirailleurs sénégalais. La cérémonie était présidée par le ministre de la Défense français. Réunion à la primature, le directeur de cabinet du Premier ministre a présidé une rencontre avec l'Assemblée permanente des chambres de métiers. Le but est de faire le constat de l'application de l'aide de la primature en date du 7 mars 2014, l'aide qui incite et recommande à l'administration publique de promouvoir l'achat des meubles produits localement. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition. La France célèbre aujourd'hui le 70e anniversaire du débarquement de Provence, une opération d'envergure avec plus de 90 000 hommes, dont des Africains connus sous l'appellation de tirailleurs sénégalais. Le président Ibrahim Boubacar Keïta est sur place pour assister à la cérémonie. En marge de cette commémoration, le ministre français de la Défense a décerné des médailles de la Croix de Chevalier de la Légion d'honneur à une vingtaine de vétérans, dont un Malien du nom de Kaba Doumbia, une manière pour la France de rendre hommage à ses soldats pour service rendu. Envoyé spéciaux, Sidiki Dambélé, Brahima Koulibaly. Kaba Doumbia, nous vous remettons la croix de chevalier de la Légion d'honneur. Kaba Doumbia, malien de 97 ans, faisait partie des 5000 hommes qui ont débarqué sur les plages en Provence en vue de conquérir les ports de Toulon et de Marseille. C'était le 15 août 1944. Il s'agissait pour eux de libérer le territoire français de l'occupation allemande. 70 ans après, il est récompensé par la France à l'image d'une vingtaine d'autres vétérans venus d'Algérie, du Burkina Faso, de Madagascar et du Sénégal. Tous élevé au rang de la croix de chevalier de la Légion d'honneur de France. De l'émotion, rien que de l'émotion. Merci tout ceci. Je suis très content. Une décoration qui récompense les immenses services rendus à la nation française par ces soldats inconnus. Des soldats qui, de par leur pays, partagent aujourd'hui avec la France une histoire et un avenir commun. Tous, vous avez manifesté, en servant les armes de la France, un attachement dont nous vous sommes encore aujourd'hui redevables. Je tiens à vous témoigner de mon admiration personnelle. Le courage dont vous avez fait preuve, non pas une fois, mais à des dizaines de reprises tout au long de la guerre et parfois au-delà, votre volonté de rester libre et de rétablir par les armes la France dans cette liberté qui est son bien le plus précieux, force toujours l'admiration 70 ans après. La France est reconnaissante, un ouf de soulagement et un trophée de plus pour Kaba Doumbia et ses frères d'armes de la Deuxième Guerre mondiale qui n'en demandaient pas plus. Et le Premier ministre, lui, dans la capitale congolaise, Brazzaville, pour assister aux festivités marquant le 54e anniversaire de l'indépendance du Congo. Dès son arrivée hier, le chef du gouvernement a rencontré les Maliens vivant dans ce pays et sont estimés à plus de 70 000. Avec le Premier ministre, les échanges ont porté sur l'évolution de la situation politico-sécuritaire du Mali. Moussa Mara leur a également expliqué la démarche du gouvernement pour asseoir une paix définitive dans notre pays. Envoyé spéciaux au Congo-Brazzaville, Mohamed Diarra et Idrissa Traoré. Il est des opportunités qu'il ne faut jamais rater, surtout quand il s'agit de parler de la situation du pays. C'est ce que les Maliens vivant au Congo-Brazzaville ont compris. Ils se sont mobilisés pour accueillir le Premier ministre Moussa Mara, arrivé ce jeudi en début de soirée de la capitale congolaise. Après les salutations, le cortège se dirige vers un hôtel de la capitale. Sur place, des centaines de nos compatriotes impatients de connaître les derniers développements de la situation sociopolitique du Mali. Ils ont été informés, entre autres, sur le projet présidentiel, les pourparlers d'Alger. Nos compatriotes ont salué les avancées enregistrées dans ces domaines, notamment l'adoption de la feuille de route qui prend en compte les préoccupations des autorités maliennes.
Et nous en profitons donc pour rencontrer les compatriotes, comme vous venez de voir, les écouter, prendre connaissance de leurs difficultés, essayer de leur donner les nouvelles du pays, de leur donner des apaisements sur tout ce qui est en train d'être fait dans le pays pour leur compte. Et à ce que je sache, vraiment, les uns et les autres sont satisfaits. La seconde phase des échanges a porté sur les difficultés auxquelles nos compatriotes sont confrontés. Elle se résume aux tracasseries administratives, aux problèmes du foncier au Mali. Les Maliens de la diaspora demandent l'ouverture d'une ambassade au Congo. Le but est de dynamiser la deuxième commission mixte entre le Mali et le Congo. La première s'est tenue il y a plus de 30 ans. Moi, surtout, c'est juste l'ambassade. Parce que souvent, tu peux déposer ta carte pour qu'on te fasse même un carte consulaire. Ça va te mettre du temps que tu n'arrives même pas à marcher. Donc, quand on aura une ambassade ici, on sera vraiment en paix. Des préoccupations sont toutes légitimes, dira le Premier ministre. Le chef de gouvernement a exhorté ses compatriotes au respect des lois du pays d'accueil. Moussa Mara a ensuite dévoilé les grandes ambitions du gouvernement pour la diaspora. D'abord, la Maison des Maliens de l'extérieur. La Maison des Maliens de l'extérieur est cette structure qui va permettre l'accueil dans les meilleures conditions des Maliens de l'extérieur. Leur donner toutes les informations dont ils ont besoin, faciliter leurs démarches, promouvoir leurs investissements, limiter leurs tracasseries. Donc c'est vraiment un lieu qui va, en un seul mot, promouvoir la diaspora. Nous avons identifié le terrain. Nous inscrivons dans le budget de 2015 la réalisation et la création de textes et autres. Ça aussi, ça va suivre. Nous espérons que dans les mois à venir, nous aurons cette institution au service des Maliens de l'extérieur qui sera comme un appel aux Maliens de l'extérieur à venir construire le Mali avec les Maliens de l'intérieur. Donc ce projet est un projet qui sera mis en œuvre. Nous sommes très heureux. Le Premier ministre nous a conseillé, il nous a promis. Le conseil c'est quoi? On nous a dit, pour aller au Mali, donc il faut que toutes les portes soient ouvertes. Ils sont en train de prévoir le Mali, le maison de Mali de l'extérieur et le banque de Mali de l'extérieur. C'est des choses qui peuvent nous encourager d'aller. Parmi la délégation du Premier ministre, Dr Traoré Fatoumata Nafo, candidate au poste de directeur Afrique de l'Organisation mondiale de la santé, une occasion saisie par le Premier ministre pour demander aux autorités congolaises de soutenir la candidature malienne. À noter que le Congo-Brazzaville est le troisième pays qui enregistre le plus grand nombre de Maliens, plus de 110 000 selon le président du Conseil des Maliens du Congo. Il excelle pour la plupart dans le commerce. Ici, à Bamako, le Centre international de conférence a fêté ses 19 ans. Pour marquer l'événement, le groupement professionnel des agences de communication du Mali a organisé une cérémonie au cours de laquelle un appel a été lancé pour la réhabilitation du CICB. Nyanya Aliou Traoré, compte rendu. Le Centre international de conférence de Bamako, ex-palais des congrès, a 19 ans cette année. Bâti sur une superficie de 6 hectares aux abords du fleuve Djoliba, il a été et demeure le témoin des plus grands moments de l'histoire récente de notre nation. Le groupement professionnel des agences de communication du Mali, GEPAC, a voulu donner des couleurs à la célébration de cette date anniversaire. Cette cérémonie que le département de la culture a bien voulu organiser renforcera certainement notre mémoire collective et nous rappellera à quel point il est capital de préserver et de restaurer notre patrimoine matériel et immatériel. Fruit de la coopération Mali-Chine, le CICB est un grand lieu de rencontre. De sa création à nos jours, il a abrité l'essentiel des événements de haute portée nationale et internationale, notamment 3 investitures de président, dont celui de l'actuel chef de l'État, la rencontre des premières dames d'Afrique sur la revue finale de la Vision 2010, ou encore le sommet Afrique-France que notre pays s'apprête pour une seconde fois à abriter. Le CICB est une prouesse architecturale qui reprend la carte du Mali, si vous observez bien, et qui est très fonctionnelle, qui peut accueillir jusqu'à 1 millier de personnes dans une même salle. Et c'est ce que nous souhaiterions avoir. Et nous souhaiterions lancer un appel à M. le Premier ministre pour une rénovation intégrale du CICB dans la perspective d'accueillir le prochain sommet Afrique-France dans notre pays. Pour le ministre de la Culture, le Centre international de conférence de Bamako est une vitrine pour le Mali. Le palais des congrès, pour les anciens, est après toute chose
le témoin privilégié de l'histoire démocratique du Mali et le centre par excellence des grandes orientations en matière de santé, d'éducation, de cohésion sociale, de réconciliation, et j'en passe. Le CICB est un joyau architectural qui appartient à tous. Il appartient donc à tous de conjuguer les efforts pour sa survie au-delà de ces 19 petites années. J'ai entendu au SOS, j'ai entendu aussi que l'État doit faire des efforts pour le CICB. Ce que je peux indiquer, c'est que Madame la ministre de la Culture qui est derrière moi est chargée d'une mission. Ça doit faire en sorte que son SOS soit entendu. Un hommage appuyé a été rendu aux anciens directeurs du CICB présents à la cérémonie. Quant au nouveau directeur, Paul Ismaël Boro, il a promis de rehausser encore plus l'image du Centre international de conférence de Bamako. Et juste à côté, à la primature, le directeur du cabinet du Premier ministre a présidé une réunion de l'Assemblée permanente des chambres de métiers. Cette rencontre a fait le point de l'application d'une lettre de la primature en date du 7 mars de cette même année qui incite et recommande à l'administration publique la promotion par l'achat des meubles produits par nos artisans. Mahamadou Doumbia, compte rendu. Dans une lettre en date du 7 mars 2014 adressée au président des institutions, aux ministres et aux gouverneurs des régions, le Premier ministre mentionnait que les ordonnateurs des dépenses publiques doivent promouvoir l'achat des meubles produits par des entreprises artisanales. Cette mesure est un soutien au secteur de l'artisanat à travers les entreprises agréées enregistrées au répertoire de l'Assemblée permanente des chambres de métiers du Mali. 6 mois après cette lettre, son contenu est-il respecté? Nous constatons avec regret que les artisans ne bénéficiaient pas du tout des marchés de l'État, conformément à la lettre. Donc les DFM, d'autres DFM ont justifié qu'ils ne savent pas comment accéder aux artisans. Donc ça a été le lieu de préciser que l'APCM a un site, www.apcmmali.org. En consultant ces sites, comment trouver un artisan, il y a toutes les précisions là-dessus. Pour l'application de cette mesure au profit de l'artisanat malien sont impliqués entre autres les secrétaires généraux, les directeurs des finances et du matériel, les directeurs régionaux du budget, le directeur général des marchés publics, le directeur national du contrôle financier. L'esprit, c'est de consommer ce que nous produisons et de valoriser aussi nos propres produits. Donc il s'agira pour nous, au cours de cette journée, de faire l'état des lieux de la mise en œuvre de cette mesure au niveau de nos départements et services respectifs. Il s'agit d'un partenariat public-privé, permettre à l'administration de prendre en charge également les produits et aussi valoriser les produits de nos artisans. Selon des commentaires, c'est souvent la qualité des produits non homologués qui reste à corriger, sans oublier le respect des délais de livraison. Je dirais, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. On a demandé beaucoup de tolérance pour un départ, parce que quand tu es habitué à avoir des meubles importés et que tu veux que l'artisan fabrique ces meubles importés, alors qu'il n'a pas cette matière première, il n'a pas cet équipement, vraiment ça demande une mise à niveau, non seulement de l'artisan et de son équipement. Avec 5 millions d'artisans, dont 300 000 seulement sont inscrits au registre de l'Assemblée permanente des chambres de métiers, les artisans doivent se faire connaître sur le net, être plus agressif, être très rigoureux. Le succès est à ce prix. Et le ministre de l'Énergie qui vient de boucler une mission de 48 heures dans la région de Sikasso. Au cours de cette mission, il a rencontré les populations rurales à qui il a expliqué les nouvelles orientations du chef de l'État Ibrahim Boubacar Keïta en matière d'énergie. Ces politiques ont pour but d'améliorer les conditions de vie des populations par leur accès aux ressources énergétiques et cela à moindre coût. Le compte rendu de nos envoyés spéciaux Aruna Diara et Abdraman Mega. Permettre à une grande majorité des populations maliennes d'accéder à l'électricité et cela à moindre coût, voilà l'objectif qui s'est fixé le département de l'énergie pour être au rendez-vous des objectifs du millénaire pour le développement. Cette conviction se concrétise par cette visite de terrain du ministre de l'énergie dans la région de Ségou. Mamadou Frankali Keïta était venu ici s'enquérir de l'état des installations électriques installées dans certaines localités de la région. Ces localités concernent Bla dans le cercle de Ségou, Santomia,
Seribala dans le cercle de Nyono et Nyono. J'ai effectué cette visite de terrain pour me rendre compte du fonctionnement des structures à la base d'abord et faire le suivi des chantiers majeurs des projets d'énergie qui visent à améliorer les conditions de vie de nos populations conformément aux instructions du président de la République et du Premier ministre. Et ces visites de terrain permettent aussi de voir les problèmes de près, de mieux les cerner et d'y apporter les solutions adéquates. Au cours de cette visite de terrain, plusieurs préoccupations ont été évoquées par les communautés à la base. Parmi celles-ci, les difficultés de la Madère à faire face aux besoins de plus en plus croissants des populations, les problèmes de prise en charge du fonctionnement des installations thermiques pour ces services et le coût élevé du carburant. L'hôte du jour a rassuré ses interlocuteurs que des dispositions sont en cours et qu'elles exigent de basculer ces localités sur le réseau de l'énergie du Mali. Il y a des solutions à court terme. À court terme, renforcer les capacités existantes qui sont installées par l'opérateur de la Madère. À long terme, il y a le raccordement de Bla, comme d'autres localités entre Bla et Kouchala, qui seront raccordées sur le réseau interconnecté qui quitte Kouchala vers Ségou. Maintenant, on a vu aussi la situation de Siribala. La solution immédiate, c'est aussi de réparer ces groupes-là et à moyen terme, de faire en sorte que ce réseau soit aussi raccordé sur le réseau de Ségou, d'interconnexion qui vient à Niamey. La réalisation de ces promesses du chef de département de l'énergie constitue sans nul doute un ouf de soulagement pour les communautés rurales. D'ailleurs, pour interpeller le ministre Keita sur le sujet, les jeunes sont sortis massivement avec des lampes à pétrole pour accueillir leur hôte. Et une façon de lui faire savoir qu'ils ont besoin de lumière pour étudier et se développer. Voilà, cette visite du ministre de l'Énergie l'a donc conduit dans la région de Ségou. Fin de l'atelier sur la contribution des partis politiques au processus de paix et de réconciliation nationale. Des recommandations ont sanctionné les 3 jours de débat marqués par des conférences et panels animés par des experts nationaux et étrangers. Agali Agagissa. Les partis politiques sont résolument engagés dans le processus de paix en cours dans notre pays. C'est la principale déclaration faite par les délégués des partis politiques au cours des travaux de l'atelier sur la contribution des partis politiques au processus de paix et de réconciliation nationale. L'occasion était opportune pour formuler des recommandations pour une sortie de crise qui n'a que trop duré. Les représentants des partis politiques réunis en atelier recommandent l'établissement d'un processus de consultation continue entre les pouvoirs publics et les partis politiques, toutes tendances confondues, sur les perspectives de règlement de la question du Nord au niveau national et régional. La transparence et le partage des informations sur le processus de règlement de la question du Nord. Ces recommandations constituent une contribution au processus de paix et de réconciliation déjà en cours dans notre pays, selon le ministre en charge de la réconciliation nationale. Votre diagnostic du mal qui affecte la nation n'a pas manqué de mettre en exergue les insuffisances et les faiblesses de notre approche actuelle dans la gestion d'un problème national qui est l'affaire de tous. Loin d'être perçus par nous comme des critiques stériles, vos remarques et suggestions sont d'une très grande utilité pour le pilotage de la suite de ce processus de paix qui focalise aujourd'hui l'attention de l'ensemble de la nation malienne. Quant à David Grisley, représentant spécial adjoint du secrétaire général de l'ONU, il a réaffirmé le soutien de son organisation au processus de paix dans notre pays. 3 conférences animées par des experts nationaux et internationaux sur les sujets et 5 panels au cours desquels les participants ont travaillé sur des thématiques liées à la réconciliation nationale ont marqué les 3 jours de travaux. L'organisation de cet atelier a été possible grâce à l'appui de la MINUSMA. Le ministre des Affaires étrangères et son collègue de la reconstruction du Nord ont offert hier
un dîner au comité de médiation. Au cours de la soirée, ils ont fait l'évaluation des travaux du comité et analysé les facteurs et conditions d'exécution de la feuille de route signée à Alger. Le ministre conseiller à l'ambassade d'Algérie et David Grisley, représentant spécial adjoint du secrétaire général des Nations Unies dans notre pays, tire les conclusions des discussions. Au micro de Tiamogo Sagara. On a échangé sur l'évaluation de la phase initiale et qu'est-ce qu'on peut faire pour accompagner au succès de la phase substantielle qui va se tenir à compter du 1er septembre. Le bilan, c'était donc une rencontre de 10 jours qui a duré du 16 au 26 juillet, donc qui a été sanctionnée par la feuille de route qui encadre les futures négociations et une déclaration de cessation des hostilités. Donc la feuille de route, comme tout le monde tout courant, arrête les principes fondamentaux donc sur lesquels les parties engagés dans ce processus respectent l'intégrité et l'unité du Mali, qui sont des lignes rouges pour le Mali, et avec un chronogramme donc, qui fixe les échéances de ces pourparlers. La première phase initiale s'est terminée, la deuxième phase qui va porter sur les questions substantielles va commencer le 1er septembre, qui va durer sur plusieurs semaines, et la dernière phase, ce sera au Mali pour signer l'accord final. Non, il n'y a aucun changement sur le principe. Il y a une demande faite par les mouvements pour se concerter un peu plus. Mais bon, c'est on peut dire, d'un décalage de quelques jours. C'est pas un report. Le défi reste toujours le même, comme on a discuté dans le passé. Il faut garder le calme, tout d'abord, dans le nord du pays, pour que ça passe bien à Alger. Et je crois qu'on a déjà vu que le calme est plus ou moins de retour dans le nord. Il y avait quelques confrontations, mais plus ou moins ça a été contrôlé. Je crois que ça c'est très symbolique de l'esprit qu'on a maintenant avec les pourparlers à Alger. Et en même temps, c'est important de maintenir le momentum pour ces mêmes pourparlers, pour que ça avance. Et si ça avance bien à Alger, je suis sûr que ça va rester comme ici dans le pays même. Et à la fin, je crois que tout le monde est optimiste à propos de ce processus, qu'à la fin, on va avoir un accord définitif. On va continuer de rester engagé, de donner un appui où c'est nécessaire. On a déjà commencé de notre côté, des Nations Unies, de donner une formation, aussi un appui technique aux partis et au gouvernement pour qu'on ait le meilleur des accords. Le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale qui vient également de rencontrer l'ensemble du corps diplomatique dans notre pays. Il a été question de pourparlers d'Alger d'une part et d'autre part du crash de l'avion d'Air Algérie. Au terme de la rencontre, les diplomates se disent édifiés. Nous y reviendrons dans nos éditions de demain avec Alpha Maïga. C'est parti pour un séminaire sur la paix et la sécurité dans l'espace CEDEAO. Elle est une initiative de la CEDEAO en collaboration avec la Fondation Friedrich Ebert et s'adresse aux conseillers et cadres du Haut Conseil des collectivités. Ramata Konate. Le mécanisme de prévention de gestion des conflits de la CEDEAO est un document qui traite de plusieurs facettes de la paix. La protection des personnes avant, pendant et après les conflits y occupe une bonne place. Cet instrument a été mis en place par les 15 États membres de l'organisation il y a 15 ans. Son application à la crise au Mali était au centre de cette rencontre. Nous avons apprécié l'intervention fort opportune de la CEDEAO à une heure critique, où notre nation, aux prises à une crise politico-sécuritaire et institutionnelle des plus complexes, menacée d'effondrement. Pour autant, infimes sont ceux des Maliens en mesure d'appréhender et de comprendre le mécanisme de cette architecture, véritable instrument de règlement, de prévention et de gestion des conflits. En dépit des grands progrès déjà réalisés par la CEDEAO, il est nécessaire de poursuivre les efforts d'intégration régionale afin de renforcer la coopération politique et économique et atténuer les tensions. C'est à cela que la CEDEAO des peuples deviendra réalité.
Cette rencontre s'adressait aux conseillers et cadres du Haut Conseil des collectivités. C'était pour donner plus d'informations sur le mécanisme de paix et de sécurité de la CEDEAO, un outil de consolidation de la paix et de renforcement de la solidarité entre les États membres de la communauté, a indiqué le représentant spécial du président de la commission de la CEDEAO au Mali, Chaka Abdou Touré. Et ce communiqué de presse de la DIRPA qui nous informe que le représentant spécial de la CEDEAO, Chaka Abdou Touré, a visité vendredi, aujourd'hui même, l'école de maintien de la paix à Lune Blonde MBI. Cette visite a pour objectif de constater de visu l'excellent travail que la direction et le staff de l'IMP sont en train de faire pour la formation des stagiaires africains afin de renforcer et de maintenir la paix et la stabilité sur le continent. Pour cette première visite de travail à l'école de maintien de la paix, Chaka Abdou Touré s'est dit non seulement satisfait, mais également confus. Satisfait car l'IMP fait partie des 3 centres d'excellence de la CEDEAO pour le maintien et le renforcement de la paix en Afrique. Confus de voir que cette école ne bénéficie nullement d'aucun soutien conséquent de l'organisation sous-régionale. Et fin du séminaire de haut niveau sur la gestion et la gouvernance axée sur les résultats. L'atelier avait pour but de généraliser l'application de la gestion axée sur les résultats pour plus de transparence dans la gestion des affaires publiques. Adjumatina compte rendu. Environ 130 responsables et cadres de l'administration malienne et d'autres pays du continent ont participé pendant 3 jours au séminaire de haut niveau sur la gestion et la gouvernance axée sur la performance et les résultats. L'atelier au cours duquel plusieurs aspects ont été évoqués en vue de généraliser l'application de la gestion axée sur les résultats pour plus de transparence dans la gestion des affaires publiques a été ponctué par des recommandations. Le renforcement des capacités individuelles et institutionnelles tant au niveau central que déconcentré. Une bonne maîtrise et une application rigoureuse du cadre juridique et institutionnel qui régit l'administration publique. Une administration neutre dans ses prestations, comme le mode de nomination à des postes de responsabilité, sans tenir compte de l'appartenance politique et religieuse ou ethnique. Au cours du séminaire, les participants ont eu droit à divers échanges et partagé les expériences en matière de l'application des principes de la gare. Vous avez largement partagé l'expérience malienne en matière d'institutionnalisation de la gare dans l'administration publique. Vous avez apprécié les avancées, les contraintes et les perspectives à court, moyen et long terme en vue d'améliorer la performance de notre administration. J'ai écouté avec beaucoup d'intérêt les recommandations issues des travaux en atelier. Je voulais vous assurer que le gouvernement du Mali mettra tout en œuvre pour que la précieuse quintessence de cette activité soit exploitée par l'administration publique nationale au bénéfice de nos usagers. Le CAFRA se réjouit d'avoir été associé à cette importante manifestation et est disposé à continuer d'accompagner votre pays dans cette marche vers le progrès de ses institutions. Le séminaire est une initiative du ministère du Travail, de la fonction publique et des relations avec les institutions et le commissariat au développement institutionnel en partenariat avec le Centre africain de formation et de recherche administrative pour le développement. Le président du Haut Conseil des collectivités a reçu ce matin en audience le médiateur de la République et le président de l'association TEMED. Si d'une part le médiateur de la République a parlé de bonne collaboration entre les 2 institutions, le président de l'association TEMED a remis au président un document relatif à la lutte contre l'esclavage. Compte rendu Mahamadou Doumbia. Le président du Haut Conseil des collectivités, Oumarou Mohamed Ibrahim Aïdara, a reçu en audience le médiateur de la République, Baba Akib Aïdara. Au cours de cette audience, il a été notamment question de bonne collaboration entre ces 2 institutions. Le Haut Conseil des collectivités, comme vous le savez, c'est l'émanation de la décentralisation. Et la décentralisation, c'est ce qui nous permet d'aller jusqu'aux citoyens qui se trouvent loin des capitales. On se permet d'attirer l'attention des autorités sur la situation, mettons, constitutionnelle, institutionnelle du Haut Conseil des collectivités, le rôle que cette institution peut jouer demain dans ce que nous sommes en train de développer en matière de décentralisation. Et je dois dire que nous avons été très heureux d'échanger cela avec le président qui mène cette institution
avec toute la foi qu'on lui connaît, avec l'ardeur qu'on lui connaît, l'intelligence qu'on lui connaît, et qui se bat dans des conditions qui ne sont pas toujours très faciles. En deuxième lieu, c'est une délégation de l'Association pour la consolidation, la paix, le développement, la protection et la promotion des droits humains qui a été reçue par le président du Haut Conseil des collectivités. Cette délégation, dénommée TEMED, était porteuse d'une lettre relative à la lutte contre l'esclavage et au respect des droits humains. C'est dans le cadre de la campagne de plaidoyer que l'association TEMED a envie de criminaliser la pratique de l'esclavage. Nous avons conçu une proposition d'avant-projet de loi où nous travaillons pour la consolidation de la paix, pour la promotion et la protection des droits humains, pour le développement. C'est comme ça qu'on peut favoriser le vivre ensemble. Tant qu'il y a des gens qui considèrent d'autres comme inférieurs ou comme discriminés, il n'y a pas une véritable cohabitation. Donc c'est ce message qu'on est venu dire au niveau du Haut Conseil des collectivités. On a remis notre message, on a remis aussi une copie de cette proposition d'avant-projet de loi. À Kalabankoro vient de s'achever la formation des agents de la nouvelle chaîne de télévision Wakloni TV. 125 techniciens à avoir suivi 2 semaines de formation dans plusieurs corps de l'audiovisuel. La cérémonie était coprésidée par le ministre de la Culture et celui de l'économie numérique, de la communication et de l'information, Moussa Fani. Le promoteur de la nouvelle chaîne de télévision dénommée Wakloni Télé entend faire la promotion de la culture malienne. Durant 2 semaines, 25 techniciens et journalistes et réalisateurs ont été formés dans ce sens. La formation a concerné dans différents domaines de l'audiovisuel. Aujourd'hui, vous assistez à la clôture d'une étape de la formation pratique d'une vingtaine de cadres techniques. Demain, vous trouverez ici une des meilleures expertises techniques en création, production et diffusion culturelle. Nous croyons à une articulation intelligente du partenariat public-privé. C'est par là que nous pourrions créer des outils intelligents pour mieux représenter l'intérêt général. Les pouvoirs publics aujourd'hui sont tout à fait ouverts à l'arrivée de nouvelles chaînes dans le paysage audiovisuel malien. Sachez les uns les autres, vous pourrez toujours compter sur nous pour vous accompagner, vous aider à professionnaliser notre jeunesse, à mieux la former. Le ministre de la Culture a salué cette initiative des responsables de Wakloni Télé. Selon Ndiaye Aramatlaye Diallo, la nouvelle chaîne devra contribuer à la promotion de la culture de la paix. Faire des programmes culturels pour éduquer, sensibiliser aux grandes questions du moment au Mali, avec un fort ancrage culturel, voici le projet de Alioune. Le département de la culture ne peut être que fier de la collaboration établie et à entretenir avec Wakloni Studio. Le promoteur de Wakloni Télé compte étendre la formation aux autres agents de sa structure. La cérémonie a pris fin par la visite de la nouvelle chaîne de télévision Wakloni Télé en chantier. Le ministre de l'Artisanat et du Tourisme vient d'effectuer une mission à Washington et à New York afin de relancer la destination Mali, une dynamique enclenchée depuis 2013. Madame le ministre a aussi rencontré l'association des Maliens de Washington avec qui elle a abordé l'idée d'un événement à caractère artisanal et touristique. Le département a choisi d'être proactif afin de minimiser les risques liés à la classification en zone rouge des régions du Nord par les chancelleries occidentales. Le gouvernement algérien vient de mettre à la disposition de notre pays un don de 123 tonnes de vivres et de non-vivres composés de céréales, sucre et de médicaments. Le geste vise à aider les personnes vulnérables des communes de la région de Gao. La distribution a été pilotée par le ministère de la Solidarité et de l'Action humanitaire. Boubacar Babletouré depuis Gao. Ce don de vivres et de non-vivres estimé à 123 tonnes est composé de lait, de sucre, d'huile, de riz, de thé, de dattes et de médicaments. Il est destiné à la population de Gao par le gouvernement algérien. Ainsi, la souffrance des personnes vulnérables de la crise sera atténuée. Les gens ont travaillé, il y a un problème de pluie, la pluie n'est pas au rendez-vous, donc les gens sont carrément désespérés.
Donc vraiment, avec cette donation, ça va amener quand même les gens à rester sur place. Au niveau de nos structures, nous avons très peu de médicaments, surtout que c'est la gratuité qui continue à être appliquée au niveau de la région. Donc ça va renforcer en tout cas le peu de médicaments que nous avons dans nos dépôts. À travers la distribution de ce don, le ministre chargé de l'action humanitaire vise un objectif. L'objectif recherché par le ministre, en tout début, c'est d'aller à un exercice. Un exercice qui permet de combiner l'approche alimentaire et économique, combinée à l'approche de profil de pauvreté. Nous avons travaillé dans ce sens pendant 2 semaines et ça a été un exercice qui a été reconnu par l'ensemble des cadres, des partenaires et des humanitaires de la région de Gao. Nous remercions le gouvernement malien et le gouvernement algérien pour cet appui qui vient d'être fait à nos populations démunies et déshéritées. Qu'ils en fassent un très bon usage, c'est-à-dire que les véritables bénéficiaires puissent les avoir et en bénéficier comme c'est prévu pour ça. Cette action du gouvernement algérien en faveur des communautés de Gao va renforcer les liens de coopération de nos 2 pays. 1500 moustiquaires et 10 billets d'avion pour le pèlerinage 2014 pour un montant de 35 millions de nos francs. C'est la valeur du don que la fondation Cheikh Mansour Haïdara vient de mettre à la disposition des communautés de Ségou. La remise officielle du don s'est déroulée hier à Ségou en présence de notre équipe conduite par Kandé-Silla. Cette donation, qui a coûté 35 millions de francs CFA à la fondation Cheikh Mansour Haïdara, vient donc élargir les actions de solidarité et d'entraide que cette fondation n'a cessé de mener en faveur des populations de Ségou. Nous faisons ces dons dans le cadre de l'ENACH et nous espérons faire plus chaque année, Inch'Allah. De nos jours, selon le porte-parole de la fondation Abouakar Sow, la fondation a investi 150 millions de francs CFA dans les actions humanitaires au titre de 2014. Ces actions ont touché toutes les confessions religieuses et toutes les couches sociales, sans distinction. Tous les députés, effectivement, on félicite la fondation et on les souhaite effectivement de pouvoir pérenniser cette action. La fondation confirme ce que doit être la foi. Et c'est là, je le dis tout le temps, l'action humaine, la charité, surtout la générosité. Pas de voir un esprit, en vision de pitié, mais plutôt d'amour avec l'autre, qui devrait être comme moi. Autant je me sens dans ce bonheur, lui en procurer. Et je crois que cette action de la fondation Mansour Haïdara entre dans cette logique qui est aussi une vision, un comportement du prophète de l'islam, paix salut sur lui, la générosité. Du maire de Ségou au porte-parole des bénéficiaires en passant par l'association des griots de Ségou, tous ont exprimé leur gratitude à la fondation. Nous allons parler toujours de religion et dans la même région, Ségou, célébration de la fête de l'Assomption à la cathédrale de Ségou le 15 août, une date à laquelle la communauté chrétienne célèbre l'élévation de la Vierge Marie vers les cieux. À cette occasion, le ministre des Affaires religieuses et du culte a rassuré la communauté chrétienne de l'accompagnement de son département aux différentes communautés religieuses pour le dialogue et la paix dans notre pays. Honoré Tchenou, compte rendu. Au moment où la communauté chrétienne célébrait la fête de l'Assomption, l'élévation de la bienheureuse Marie vers les cieux, le ministre des Affaires religieuses et du culte, Tchorno Amadou Omar Hassi Diallo, faisait son entrée dans la cathédrale Saint-Joseph de Ségou. En disant cette messe, l'abbé Rogatien Dina a beaucoup félicité la présence du ministre, chose qui rassure du bon dialogue entre les 2 communautés et aussi la vigueur de la laïcité au Mali. Que notre ministre serviteur qui puisse venir jusqu'à nous et s'assurer qu'effectivement l'objectif de la religion c'est de semer cette paix, cette joie, cette fraternité dans le cœur des hommes. L'occasion était opportune pour le ministre des cultes d'être aux côtés de ses frères chrétiens et aussi pour mettre son cachet sur la laïcité du pays. Je suis là parce que ce jour est un jour saint pour l'islam et il coïncide avec l'Assomption de la Vierge, comme vous l'avez dit, Mariama, qui est la maman de Jésus. Et Mariama est aussi la mère des croyants, même dans le Coran. Et sa pureté et
sa modestie, son humilité font qu'elle fut choisie pour porter en elle celui qui sera l'expression et la lumière de Dieu, loin de Dieu, Jésus. Alors donc, je suis là, en est une preuve divine, comme quoi, au-delà des méchancetés de l'homme, Dieu voit en nos religions une unité, une unicité. L'Assomption de la Vierge Marie, une fête hautement significative pour la communauté chrétienne, a été célébrée à Ségou dans la confiance, la joie et la paix. Très bonne fête à tous. Le ministre des Sports a rencontré hier les responsables des ligues et autres acteurs sportifs de la région de Ségou. Cette sortie lui a également permis de visiter les infrastructures sportives de la ville. Fousséni Samaké. De la direction régionale des sports au stade Amarindao de Ségou, le ministre Ousseini Amion Guindo a non seulement constaté des visu, l'état des locaux et infrastructures en place, mais aussi échanger avec les acteurs et responsables du mouvement sportif sur leurs préoccupations pour la promotion du sport malien. Toute action qui converge vers une projection à long terme de la politique nationale du sport à tous les niveaux. Ces préoccupations ont pour nom le manque d'infrastructures, de matériel et équipements sportifs et de mise à niveau des encadrés sportifs. À toutes les ligues présentes de faire un diagnostic de ce qu'ils ont comme problème au niveau régional. Et le ministre a permis également de savoir quelles sont les actions que le département fait pour développer le sport au niveau de l'élite. Les échanges ont été fructueux selon le ministre Guindo. L'ensemble du mouvement sportif régional et là aussi les programmes aujourd'hui prioritaires que le département des sports est en train toujours dans le cadre de la promotion du sport dans notre pays. Face à ces difficultés rencontrées, le gouvernement compte apporter son appui nécessaire. En sa qualité de responsable sportif ayant en charge la gestion du sport malien, le ministre Guindo a souhaité une implication de chaque acteur à son niveau pour la promotion du sport malien. Nos excuses pour la qualité sonore de ce reportage. Ici à Bamako, la commission de l'Assemblée nationale en charge du sport a visité mardi dernier certaines installations sportives, parmi lesquelles le centre Ousmane Traoré de Kabala, le lycée sportif Ben Oumarsi et la salle de sport du stade du 26 mars. Une visite suivie par Isaac Tieno. Le dernier acte de la visite des parlementaires en charge du sport dans le cadre de leur mission a concerné les palais des sports à la CI et le pavillon des sports du stade Modibo Keïta. Sur le premier site, les visiteurs du jour étaient visiblement heureux de cet édifice qui est une fierté pour le Mali. Après les échanges avec le personnel, les députés ont insisté sur l'entretien des lieux. Au stade Modibo Keïta, la visite de cette vieille structure construite au lendemain des indépendances a besoin encore de plus d'attention. Le département des sports est conscient qu'il y a des difficultés, mais que les difficultés qui soient liées à la gestion des installations, qui soient liées à l'entretien des lieux, pense qu'on allait pouvoir trouver une réponse à ces questions-là dans la politique de développement et de promotion du sport qui est bien entendu en cours d'élaboration. On va dans le cadre du contrôle d'action avec l'exécutif essayer vraiment de corriger ces insuffisances-là pour que le sport puisse se développer. Il y a un problème qui existe aujourd'hui au niveau du sport, c'est qu'il n'y a pas une politique qui résiste le sport. Avec la déclaration de politique générale du Premier ministre, on a vu que cette politique, on va le mettre en œuvre. À l'issue de cette tournée, il revient à nos parlementaires de s'engager davantage pour la cause du sport dans notre pays, un sport qui manque encore de loi. Une autre mission de supervision de la Commission du développement rural et de l'environnement de l'Assemblée nationale séjourne dans la région de Sikasso. Elle s'est rendue à Sélingué, Lobougoula, Kouchala et dans plusieurs autres localités de la région afin de constater de visu la situation de la campagne agricole. Nos envoyés spéciaux à Sikasso sont Barakoumega et Garibou Pérou. Harmoniser les textes des différentes organisations du réseau coopératif avec les dispositions de l'acte relatif aux droits des sociétés coopératives est aujourd'hui d'une importance capitale. La procédure permet de recentrer les activités de l'Union à travers la conception, le suivi et le contrôle. On est dans les coopératives déjà, les gens comprennent qu'est-ce que dire une coopérative. Donc il suffit d'aligner les nouveaux textes qui ont été élaborés par 17 pays. Il faut que nous, notre CPC soit aligné à ça. C'est pourquoi on a
pris un consultant de réfléchir comment les lois peuvent intégrer pour que les coopératives soient dans les jours. Je pense que si les députés sortent pour regarder l'hivernage à côté des producteurs, ça veut dire qu'il y a un accent sur l'agriculture. Trouver l'APCAM en train de faire ce renforcement des capacités, ça m'a beaucoup plu. Parce qu'il me semble qu'il y a un blocage quelque part. Mais quand ils vont finir les différentes concertations au plan local et régional, au plan national, nous allons trouver les termes adéquats pour pouvoir défendre un projet qui puisse satisfaire les populations maliennes, surtout dans le cadre du développement rural. Depuis le 15 mai 2013, toute coopérative est régie par l'acte uniforme relatif aux droits des sociétés qui a été adopté le 15 décembre 2010 à Lomé au Togo. L'acte uniforme est applicable et obligatoire dans tous les États signataires de l'OADA. Cette institution est composée d'une union nationale, de 4 unions régionales, de 41 unions de secteur, de 288 unions communales et de 7147 sociétés coopératives au Mali. Une telle union passe par la structuration et la professionnalisation des producteurs et de leurs organisations. Communiqué de presse sur la base des prix fournisseurs du mois d'août 2014, les prix indicatifs plafonds à la pompe des produits pétroliers sont fixés comme suit et applicables à compter du jeudi 14 août 2014. Super carburant sans plan 785, pétrole lampant 572, gasoil 683, distillat diesel oil 683, full oil 180, 488, jet A1 libre. Il faut noter que le prix subventionné du kilogramme de gaz butane est de 584 francs CFA. Par conséquent, le prix de vente de la bouteille de 2,75 kg est de 1605 francs CFA et celui de la bouteille de 6 kg est de 3500 francs CFA. Quant au prix non subventionné du kilogramme de gaz butane, il est de 917 francs CFA. Le bureau politique national du RPM informe les partis politiques de la majorité présidentielle qu'au regard de l'agenda très chargé des contacts programmés, la rencontre initialement prévue pour le samedi 16 août 2014 au CICB est reportée à une date ultérieure. Le bureau invite les partis politiques de la majorité à mettre à profit le temps de report pour finaliser leur contribution au projet de convention qui leur a été soumis par le RPM. En prélude aux élections communales et régionales, les femmes des partis politiques renforcent leurs compétences. L'initiative est du NDI grâce à l'appui financier de l'ambassade du Royaume du Danemark. Alpha Mega, compte rendu. Sur 147 députés à l'Assemblée nationale, 14 sont des femmes. Au niveau des collectivités territoriales, sur les 703 maires, 8 sont des femmes. C'est dire que la représentation des femmes dans ces différents organes est faible. Bientôt, ce sont les élections communales et régionales. Et c'est en prélude à cet enjeu que le NDI renforce les capacités des femmes des partis politiques. Elles sont candidates à la candidature. La candidature à la candidature est une première étape des plus importantes qui nécessite que vous vous préparez sur tous les plans, mentalement, moralement, matériellement et personnellement. Voilà pourquoi je pense que le fait de commencer tôt et de vous donner les stratégies assez tôt, ça vous permet de préparer méthodiquement et longuement la monture. Il faut souligner que le gouvernement vient d'introduire à l'Assemblée nationale un avant-projet de loi. Une loi qui vise à introduire une égalité de chance pour les hommes et les femmes aux postes nominatifs et électifs. Si par ailleurs, la lutte pour l'adoption des textes législatifs et réglementaires au niveau national et international en faveur des femmes est acquise, il reste encore beaucoup à faire pour leur concrétisation. Donc j'exerce ma sœur à plus d'engagement pour aller plaider auprès des parlementaires pour qu'ils réservent un accueil favorable à cette initiative. Cette rencontre des femmes a été grâce à l'appui financier de l'ambassade du Royaume du Danemark. Elle va durer 2 jours. Dans le cadre de la célébration du 31 juillet, l'Organisation panafricaine des femmes, OPF, a organisé une journée porte ouverte à son siège à Sogoniko. Au menu de cette journée, des échanges
sur l'organisation, la remise de prix d'excellence au féminin et de jeux concours. Le commentaire de Inaba. Cette journée porte ouverte vise à mieux faire connaître l'organisation panafricaine des femmes au grand public. Elle a également permis aux invités de visiter le siège de l'organisation. C'est aussi une occasion pour les initiatrices de récompenser les filles les plus méritantes des autres régions du Mali, à l'exception de Kidal, qui se sont classées premières dans les matières scientifiques au diplôme d'études fondamentales d'EF et au baccalauréat. Il est composé de dictionnaires, de moustiquaires imprimés, de cahiers et de sacs de voyage. À nos enfants qui ont reçu les prix, je les encourage et les exhorte à plus d'endurance et d'abnégation dans les études et dans la vie active, afin qu'un jour ils puissent tenir haut le flambeau de la lutte des femmes et la renaissance africaine. L'un des temps forts de cette journée porte ouverte est l'échange fructueux instauré entre les femmes, afin de recueillir des suggestions sur l'organisation panafricaine des femmes, mais aussi la remise de prix du jeu concours sur l'OPF organisé sur la chaîne 2. La cérémonie de ce lancement a pris fin par la visite du vernissage sur les pionniers qui ont créé l'OPF. L'Organisation ouest-africaine de la santé vient de célébrer ses 50 ans d'existence. Créée en 1987 par les 15 États membres de la CEDEAO, elle se fixe comme mission l'amélioration de la santé universelle des populations à travers l'harmonisation des politiques de santé des États. Fadem Bakita. L'harmonisation des politiques de santé des États membres, la mise en commun des ressources et la coopération entre les pays de la CEDEAO en vue de faire face aux maladies transmissibles, particulièrement les épidémies, tels sont les facteurs qui ont conduit à la création en 1987 de l'Organisation ouest-africaine de santé. L'initiative est surtout d'offrir aux populations des pays membres des services de santé de qualité. Pour cela, un préalable se pose: relever les défis qui touchent toutes les composantes du système de santé. Promouvoir un consensus national sur la couverture sanitaire universelle. Procéder à une répartition appropriée et moins coûteuse et au redéploiement conséquent du système du personnel de santé. Rendre disponibles de façon permanente les médicaments consommables et équipements médicaux au niveau des structures d'offre de soins. Le département de tutelle insiste sur l'application des recommandations contenues dans le document de politique nationale de financement de la santé pour la couverture maladie universelle élaboré en 2013. Il s'agira d'améliorer le niveau de financement public. Il s'agira de garantir une meilleure allocation des ressources de l'État. Il s'agira de mettre en place l'assurance maladie universelle au moyen d'un dispositif adapté, cohérent, complet et d'améliorer la gouvernance financière. La mission de l'Organisation ouest-africaine de santé s'inscrit dans le cadre des objectifs 4, 5 et 6 du millénaire pour le développement qui sont réduire de 3/4 le taux de mortalité infantile d'ici 2015, de 2/3 les ratios de mortalité maternelle et néonatale et enfin combattre le VIH-Sida, le paludisme et d'autres maladies épidémiques telles que la tuberculose. C'est la fin de cette édition. Merci pour votre attention. Je vous retrouve, si tout va bien, demain à 20h. Excellente nuit à tous.